Peut-être que vous suivez les décisions de la Banque du Canada, à savoir ce qui va arriver avec le taux directeur. Bien, aujourd'hui, ce matin, on est mercredi, là, le 15 juillet. J'enregistre pour un épisode qui va sortir demain, jeudi matin, le 16 juillet. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Est-ce que c'est important? Est-ce que vous portez une grande attention à cette information-là? On va parler de ça aujourd'hui sur le podcast. On va faire une petite analyse, puis on va voir si c'est vraiment important de suivre les décisions de la Banque du Canada et le taux directeur. Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Alors, je fais un résumé de la décision ce matin de la Banque du Canada, le 15 juillet 2026. Donc, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur à 2,25 estimant que le niveau actuel des taux demeure approprié pour soutenir la reprise économique tout en continuant de ramener l'inflation vers sa cible de 2 le mandat de la Banque du Canada, c'est de maintenir l'inflation à 2. On ne veut pas que notre monnaie, que notre argent soit d'évaluer trop rapidement. Si l'inflation augmente trop rapidement, ben, c'est comme si notre argent perdait de la valeur. Donc ça, c'est très important. On veut maintenir ça à 2. C'est vraiment le mandat de la Banque du Canada. Puis c'est le mandat des banques centrales un peu partout dans le monde, où toutes les banques centrales ont, grosso modo, là, ont la même cible. Donc, ce matin, les principaux éléments qui ont motivé cette décision sont les suivants. L'économie canadienne montre des signes de reprise. Donc, après une période de stagnation, la Banque observe un retour graduel de la croissance économique et estime que l'activité devrait s'améliorer au cours des prochains trimestres. Ensuite, l'inflation demeure plus élevée que souhaité, notamment en raison de la hausse de prix de l'énergie liée aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Toutefois, la Banque considère que cette hausse est principalement attribuable à l'essence et que les autres composantes de l'inflation demeurent relativement bien maîtrisées. Donc, principalement la guerre en Iran, le prix de l'essence, le prix du pétrole, c'est la raison pourquoi que l'inflation est élevée. Donc, on considère que ce n'est pas si grave étant donné que le reste des produits n'ont pas trop augmenté. Donc, c'est pour ça qu'on maintient le taux directeur. Si on avait une grande inflation, on n'aurait pas le choix d'augmenter le taux directeur, d'augmenter les taux d'intérêt pour essayer de freiner cette inflation-là. Ensuite, l'inflation fondamentale reste près de la cible de 2 C'est un élément rassurant pour la banque qui ne constate pas, pour le moment, de propagation généralisée des hausses de prix à l'ensemble de l'économie. Ensuite, l'incertitude demeure élevée, notamment en raison des tensions internationales et des politiques commerciales américaines. La banque préfère donc attendre davantage de données avant de modifier son taux directeur. Donc, c'est le statu quo. Le message de Tiff Macklem, le gouverneur, a indiqué que la banque est plus confiante quant à la reprise de l'économie canadienne, mais qu'elle demeure prête à ajuster sa politique monétaire si les perspectives changent. L'objectif reste le même, maintenir la stabilité des prix et ramener l'inflation vers le 2 sans freiner inutilement l'économie. Parce que si on augmente le taux directeur, si on augmente les taux d'intérêt, ça met un frein sur l'économie. Ça freine l'inflation, oui, mais ça freine aussi l'économie. Donc, c'est pour ça que c'est une opération délicate d'augmenter les taux d'intérêt. Qu'est-ce que ça signifie, ça, pour les consommateurs? Bien, pour la majorité des Canadiens, cette décision signifie qu'il n'y a pas de changement immédiat. Les détenteurs d'un prêt hypothécaire à taux variable ne verront pas leur taux diminuer ou augmenter en raison de cette annonce. Évidemment, ça reste statu quo. Tous ceux qui sont à taux variable en ce moment, qui ont un terme variable, leur taux dépend du taux directeur parce que dès que la Banque du Canada modifie son taux directeur, les banques vont automatiquement ajuster leur taux préférentiel sur lequel les taux variables sont basés. Ensuite, les personnes qui envisagent un achat immobilier, ceux qui pensent acheter, ne devraient pas s'attendre à un changement majeur dans leur capacité d'emprunt à court terme. C'est ce que ça veut dire. Tu sais, la Banque du Canada fait
je pense, 10 annonces ou 8 annonces par année. Donc, la Banque du Canada veut une stabilité dans le système financier. Le fait qu'on maintienne le taux en ce moment, ça vient peut-être nous rassurer si on envisage de faire un achat immobilier, qu'il n'y aura pas de grands changements majeurs de leur capacité d'emprunt à court terme. Les futurs mouvements ensuite de taux dépendront surtout de l'évolution de l'inflation et de l'économie dans les prochains mois. Évidemment, tout ça, à la prochaine annonce, il pourrait y avoir des changements. Les chiffres de l'inflation sortent à tous les mois, puis les autres chiffres sur l'économie sur lesquels la Banque du Canada se base vont sortir. Et puis, évidemment, tout ça, ça peut changer rapidement dépendamment de ce qui se passe dans l'économie. Puis, ça pourrait être révisé dès la prochaine annonce de la Banque du Canada. C'est la fin, OK, de la petite analyse par rapport au taux directeur du 15 juillet 2026. Maintenant, là, on est sur le podcast Indépendance financière et hypothèque. Moi, j'aime parler d'indépendance financière, d'améliorer nos finances. Est-ce que de regarder le taux directeur, est-ce que de surveiller ça, est-ce que ça nous donne un avantage vraiment sur notre enrichissement personnel? Est-ce que ça va nous aider de garder un œil là-dessus pour nos finances personnelles? A priori, je vous dirais que non. OK? De regarder les nouvelles, de regarder l'actualité économique, ce n'est pas un enjeu majeur. Puis pour nous qui voulons passer d'une valeur nette de peut-être 0 ou quelques dizaines, centaines de milliers de dollars à une valeur nette de 1 million, 2 millions, 3 millions au cours de notre vie, toutes ces informations-là ne devraient pas nous affecter. OK? Ça ne devrait pas être un enjeu majeur pour nos décisions financières. OK? Je vous explique pourquoi. On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur. C'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Puis, on peut essayer de se baser sur ce que les économistes vont prédire, mais en réalité, ils vont se tromper pratiquement 50% du temps. Les économistes se trompent, les marchés se trompent, les banques elles-mêmes ajustent constamment leurs prévisions. Si on porte attention à ces prévisions-là, on perd un peu notre temps. On va se le dire comme ça. Moi, personnellement, j'ai très peu porté attention à tous ces éléments-là. Évidemment que ça m'intéresse. J'aime ça être au courant. Je vais lire, je vais regarder un peu du coin de l'œil, mais je ne vais pas me baser sur toutes ces informations-là pour prendre des décisions sur mes finances personnelles. OK? Je laisse ça aux autres, je laisse ça aux day traders, je laisse ça aux analystes des milieux financiers, les hautes voltiges du milieu des finances, le macroéconomie. Pour moi, qui était développeur logiciel, qui avait un emploi, qui voulait dégager un profit de mon revenu d'emploi et qui voulait investir pour le futur, toutes ces informations-là macroéconomiques, c'est pas des informations sur lesquelles je me basais pour prendre des décisions. Parce que je n'ai pas de contrôle là-dessus. Je préfère me baser sur des choses sur lesquelles j'ai un certain contrôle. On contrôle beaucoup plus de choses que ce qu'on peut penser, parce qu'on ne contrôle pas le taux directeur, les obligations, l'inflation, les décisions de la Banque du Canada. Ça, c'est toutes des choses qui sont hors de notre contrôle. Donc, c'est difficile de faire quelque chose par rapport à ça. Pour nous, ensuite, ce qu'on contrôle, c'est notre taux d'épargne. Ce qu'on contrôle, c'est la mise de fonds qu'on réussit à accumuler pour acheter notre propriété. Ce qu'on contrôle, ça va être nos dettes, notre niveau d'endettement, la décision d'utiliser l'endettement pour consommer ou non. Ce qu'on contrôle aussi beaucoup plus, c'est notre revenu. Est-ce que notre travail, l'effort qu'on met à notre travail ou les possibilités d'avancement à notre travail, ça dépend beaucoup plus de nous. Est-ce qu'un changement de carrière, est-ce qu'une promotion s'en vient? Est-ce qu'il y a une façon pour nous d'aller chercher plus de revenus par rapport à notre travail? Donc ça, on a beaucoup plus de contrôle là-dessus que les taux d'intérêt, que les rendements boursiers en partant. Puis notre budget, ensuite, faire son budget, ce qu'on dépense dans une année versus ce qu'on a comme revenu et ce qu'on est capable d'épargner. Donc là, à cet endroit-là, on va avoir beaucoup plus de contrôle. Donc, c'est important de passer plus de temps sur ces aspects-là que sur les aspects qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire la macroéconomie, le taux directeur, les annonces de la Banque du Canada.
Ensuite, n'oublie pas mon plan en 5 étapes qui est vraiment calqué sur ce que je suis en train de dire en ce moment, c'est-à-dire le plan en 5 étapes, là, c'est éviter l'endettement, rembourser, se libérer de l'endettement, accumuler sa mise de fonds, acheter sa propriété, acheter sa maison, son domicile, au lieu de rester locataire, et ensuite investir pour l'indépendance financière. Dernièrement, rembourser son hypothèque en faisant ces étapes-là. OK? C'est des choses qu'on contrôle. En ayant ce plan-là, on n'aura pas le choix d'accumuler une valeur nette, d'augmenter son patrimoine, pour dire non, son capital de liberté, qui va éventuellement nous permettre de faire des choix, de dire non peut-être à notre employeur et qui va ultimement nous permettre d'avoir un revenu de notre patrimoine, de notre capital pour venir remplacer notre revenu de travail. OK? C'est ça l'idée, la règle du 4 %. Donc, ce qu'on contrôle à l'achat de notre propriété, là, j'ai les 3 tests d'indépendance financière. Lorsqu'on va décider justement d'acheter, parce que si on revient à l'idée de suivre la Banque du Canada, les taux directeurs, les taux d'intérêt, est-ce qu'on se base là-dessus principalement pour décider si on achète notre propriété ou non, ou si on décide de renouveler notre hypothèque plus tôt, ou si on... À quel point tout ça va nous influencer? Je pense qu'il faut revenir à ce qu'on contrôle. Donc, au moment d'acheter, on va essayer d'aller prendre un prêt hypothécaire qui va être maximum 3 fois notre revenu brut. On va essayer de limiter notre paiement hypothécaire un maximum de 25 % de notre revenu net, idéalement même 25 % de notre revenu net avec un amortissement sur 15 ans. OK? Ça, c'est les fameuses règles tests d'indépendance financière qui va nous assurer d'acheter une maison selon nos moyens, OK? Qui va nous mettre dans la meilleure posture pour pouvoir épargner ensuite pour l'indépendance financière. On ne veut pas acheter une maison qui coûte tellement cher qu'il ne nous reste plus d'argent pour investir pour notre retraite, pour placer sur les marchés financiers. C'est vraiment utile d'être propriétaire parce qu'éventuellement, ça va faire en sorte que notre dépense de logement va être vraiment basse. Mais si on achète une maison qui coûte tellement cher par rapport à nos revenus qu'il ne nous reste plus d'argent pour épargner, bien là, ça va dans l'autre sens. On va nuire à notre situation financière. Puis évidemment que acheter une propriété, c'est pas garant qu'on va se rendre à l'indépendance financière. On voit tellement de gens qui achètent une propriété puis qui continuent à emprunter pour leur consommation. Puis en plus, acheter une maison va même faciliter l'emprunt si on continue à emprunter pour acheter des trucs de consommation, des voitures, des bateaux, des voyages, tout ce que tu veux, des piscines. C'est beaucoup plus facile avec une maison grâce à la marge de crédit hypothécaire de faire tout ça. Donc, si on n'a pas fait en partant, pris les décisions qu'on n'allait pas utiliser l'endettement pour consommer, qu'on allait l'utiliser simplement pour acheter notre maison, parce que là, notre maison, c'est un actif qui va gagner en valeur. Ça fait du sens. On va finir par réduire notre dépense de loyer en achetant notre maison. Donc, tout ça, c'est valide puis ça nous aide à cheminer vers l'indépendance financière. Mais si on s'en sert pour emprunter puis consommer, ça ne marche plus. Donc, les 3 tests d'indépendance financière, c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour savoir si ça serait le bon moment d'acheter, si on a assez pour acheter, si notre projet fait du sens. C'est des choses qu'on peut utiliser. Moi, c'est quelque chose, lorsqu'on fait une préautorisation ensemble, qu'on peut regarder si vous me le demandez. Ensuite, la banque, elle, ne fait que calculer votre capacité d'emprunt. De mon côté, comme courtier hypothécaire, je veux vraiment calculer votre capacité à avoir la paix financière, à atteindre l'indépendance financière. Donc, c'est un petit peu la différence entre aller à la banque pour votre hypothèque ou venir me voir pour votre projet d'achat. On va aller un petit peu plus loin. Si vous me posez la question, on va faire les tests d'indépendance financière. Oui, évidemment, je peux la calculer, votre capacité d'emprunt, pareil comme la banque va la calculer. Puis peut-être que dans votre situation, il y a tout plein de choses qui font en sorte que, OK, ça vaut la peine d'aller un petit peu plus haut dans notre capacité d'emprunt pour faire notre achat. On va regarder les pour et les contre. J'aime ça, moi, aller un petit peu plus loin, puis réfléchir à votre indépendance financière, réfléchir à votre accumulation de richesses, à l'accumulation de votre patrimoine, votre capital pour pouvoir dire non. On va regarder ce qu'on contrôle versus se baser sur les prédictions, puis le taux directeur, la Banque du Canada. On va devenir plus indépendant de la macroéconomie, puis on va se concentrer sur ce qu'on peut faire. Il ne faut pas oublier que c'est important de faire ça parce que on se fait attaquer par les ultra-riches. C'est difficile
plus que le temps avance, plus que ça va devenir difficile de devenir propriétaire, de s'enrichir. De plus en plus, les ultra-riches accaparent une grande partie de la richesse et sournoisement, notre pouvoir d'achat diminue. Et si on veut, par exemple, que nos enfants aient les mêmes opportunités que nous avons eues ou que nous avons en ce moment, c'est important là, d'aller accumuler notre patrimoine. C'est important d'entrer dans le jeu qui est un jeu qui est injuste. Les ultra-riches ont un très, très grand avantage sur les gens qui commencent avec zéro. Le but ici du podcast Indépendance financière et hypothèque et mes services de courtage hypothécaire, je veux vous aider, OK, à naviguer là-dedans puis à tirer votre épingle du jeu pour vous assurer que vous cheminez là, vers l'accumulation d'un 1 million, 2 millions, 3 millions qui nous protège à ce moment-là un peu du système injuste capitaliste, les ultra-riches qui abusent, OK, du reste de la population. Partout sur la planète là, en ce moment. C'est un constat qui est triste, un danger qui nous guette, mais on peut encore faire quelque chose. Il faut porter un petit peu attention à ce qu'on contrôle. L'achat d'une maison, le plan en 5 étapes, pour moi, c'est une façon de s'en sortir, puis de se protéger et d'arriver à une vie qui... avec un peu de liberté, où est-ce qu'on est un peu protégé des injustices comme ça et qui nous permet même d'aider les autres éventuellement. Hein? Si on est capable si on n'est pas toujours en train de travailler pour payer toutes nos factures, éventuellement, on a assez de temps pour pouvoir aider d'autres personnes. C'est un petit peu ce que je vise, moi, faire personnellement, ce que je pense être en train de faire en ce moment. Et voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et un bon cheminement vers l'indépendance financière. Merci. Si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à me laisser des étoiles, un rating ou un commentaire dans Spotify ou Apple Podcast. Pour plus de contenu, allez suivre ma page Facebook Indépendance financière et hypothèque. Et si vous voulez en savoir plus sur mes services ou voulez prendre rendez-vous avec moi pour me parler, allez simplement sur mon site web frédériclacharité.com. À bientôt!